Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. C'est parti pour le e-rallye Monte-Carlo. Le départ de la 7e édition de ce rallye zéro émission a été donné aujourd'hui en principauté, avec 60 équipages engagés et un plateau très relevé. Quel impact du trafic maritime sur les cétacés? Collisions, pollution sonore, les mammifères marins sont menacés par les activités humaines. Le sanctuaire Pélagos tente d'harmoniser cette cohabitation. Vous découvrirez comment dans ce journal. L'huile d'olive, comme de nombreux produits, a vu son prix s'envoler ces dernières semaines, si bien que son surnom d'or liquide ne l'a jamais aussi bien qualifié. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec notre invité Fernando Pensato. On ne l'attendait peut-être pas dans ses cuisines. Le chef étoilé Joël Garraud a posé ses plats au centre de transfusion sanguine du CHPG, et ce à la grande surprise des donneurs de sang. Une intervention, vous le découvrirez dans ce journal qui intervient à l'occasion de la semaine du goût. La conquête spatiale fascine comme elle surprend. Elle intègre même aujourd'hui le volet durable dans son industrie. C'est tout l'objet du salon Elevate Monte Carlo Space Conference qui se déroule actuellement au Grimaldi Forum. Nous ouvrons donc ce journal avec le départ du 7e e-rallye Monte-Carlo donné à la mi-journée. 60 équipages se sont élancés de la place du Casino au volant de leur bolide 100% électrique pour une édition inédite, comme vous l'explique Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre. Nouvelle terre d'accueil pour le e-rallye Monte-Carlo après des départs de Valence, Châteauneuf ou Fontainebleau lors des années précédentes. La 7e édition de la version zéro émission du rallye Monte-Carlo s'était lancée de la place du Casino ce mercredi à 14h. 60 équipages ont pris le départ. Au programme, 15 spéciales de régularité sur les routes de l'arrière-pays. Autre nouveauté cette année, pas de reconnaissance possible avant l'épreuve, l'itinéraire a été gardé secret et le parcours est dévoilé chaque jour, 1 heure avant le départ, lors de la remise du roadbook. Start CZ, il y a un panneau de Saint-Martin, si tu réussis à choper dans un arrêt de bus. Ça doit être par là. C'est bon pour toi? On est en train de tracer sur le GPS l'équivalent du roadbook, pour avoir un backup au roadbook. On va suivre le roadbook quand même en cochant au fur et à mesure les cases où on va passer, mais au moins on a un suivi et lui il voit où il doit aller si jamais à un moment donné il y a le moins de soucis. Le recalage GPS a été interdit maintenant et qu'il n'y a plus que les sondes de roue, c'est d'avoir les points du roadbook pour éventuellement pouvoir recaler manuellement à ces endroits-là. Parmi les têtes d'affiche de l'épreuve, Stefano Modena qui était monté sur la 3e marche du podium du Grand Prix de Monaco de Formule 1 en 1989. J'ai jamais fait un course de rallye, j'ai jamais fait un course de rallye comme ça veut dire avec des voitures électriques, mais surtout avec une régularité à manière. Ben, il va être dur, c'est sûr. Dur, mais un challenge excitant aussi, j'imagine quand même. Ah oui, un challenge incroyable. En 1993, Bruno Thierry prenait le départ de son premier rallye Monte-Carlo en championnat du monde. 30 ans plus tard, le Belge est de retour avec le Belgium Volkswagen Club qui lui avait servi de tremplin au tout début de sa carrière. En 88, j'avais dû remplacer le pilote VW Belgique pour un one-shot qui était le rallye du Condro, et ça s'était super bien passé, on avait fait un beau rallye. Et l'année suivante, ils m'ont proposé un contrat pour faire quelques rallyes en Belgique en golf et quelques rallyes en championnat d'Europe avec une Audi Quattro, et notamment ma toute première participation en WRC, c'était le rallye d'Acropole en 89. Donc voilà, c'est une belle histoire, c'est un peu sentimental ma présence ici, donc après autant d'années ça fait plaisir. Pour cette première journée de course, 3 spéciales de régularité avec au programme déjà un monument du rallye Monte-Carlo, le Turini. C'est l'une des rares aires marines protégées en haute mer. Le sanctuaire Pélagos résulte d'un accord entre la France, l'Italie et Monaco. Des expéditions y sont régulièrement réalisées, comme celle de l'association We Are Méditerranée, menée par le photographe Greg Lecoeur. Objectif, valoriser et protéger la biodiversité de ce sanctuaire où l'activité humaine peut être une menace. En ce sens, la COBAMS a organisé aujourd'hui une conférence sur les interactions entre la navigation maritime et les cétacés. Le reportage d'Anaïs Riu et Lionel Bernardi. Ils ont un objectif commun, préserver les océans et particulièrement les cétacés de la navigation maritime dans le sanctuaire Pélagos en Méditerranée. À Monaco, la Fondation Prince Albert II soutient les projets de l'association We Are Méditerranée
actuellement en expédition au large des côtes françaises, monégasques et italiennes. Nous avons soutenu financièrement cette mission d'un photographe que nous connaissons bien dans la région, qui s'appelle Greg Lecoeur. Cette mission qui a pour but justement d'aller à la rencontre des scientifiques qui travaillent pour une meilleure connaissance du sanctuaire. Nous avons déjà soutenu plus de 13 projets et nous allons en faire beaucoup plus dans les années à venir, justement pour faire vivre ce sanctuaire Pélagos aux côtés de l'accord Pélagos, qui sont les États, la société civile et les États, voilà, pour protéger cette merveille que nous avons juste en face de Monaco. Pour le photographe aux commandes de l'expédition Pélagos, l'équilibre entre l'homme et la nature est une priorité et c'est ce qu'il tente de transmettre à travers ses reportages en mer et ses interventions auprès du grand public. La Méditerranée, c'est une mer vivante, c'est une mer qui foisonne de vie et c'est pas qu'une mer polluée comme on en parlait énormément. Et on veut prendre un petit peu ce contre-pied et montrer que les espèces emblématiques qu'on trouve à l'autre bout du monde, on les a chez nous. On veut faire rêver, on veut faire aimer et on veut aider à mieux protéger notre Méditerranée. Partenaire de l'expédition, l'accord ACOBAMS met en place depuis 2001 des actions concrètes pour diminuer l'impact négatif des activités humaines sur la biodiversité marine. Concrètement, par rapport à la vitesse des navires, on peut ralentir. On aime bien dire que l'objectif est de ralentir pour aller plus vite dans la conservation. Il faut équilibrer ces besoins des activités humaines de notre société avec les besoins de conservation. Et en effet, les cétacés présentent une remarquable richesse sans lesquelles la biodiversité ne peut pas être maintenue. Implanté en principauté, l'ACOBAMS réunit au total 24 pays méditerranéens qui œuvrent ensemble pour améliorer l'état des connaissances sur les cétacés et leur habitat. On la retrouve dans toutes nos assiettes. L'huile d'olive, comme de nombreux produits, a vu son prix s'envoler ces dernières semaines, si bien que son surnom d'or liquide ne l'a jamais aussi bien qualifié. En Espagne, par exemple, premier producteur au monde, le prix de l'huile d'olive a presque doublé en un an. Cette inflation s'explique grandement par les épisodes de sécheresse en Europe, impactant par conséquent les récoltes. Bonsoir Fernando Pensato. Bonsoir Émilie. Vous êtes producteur de produits italiens et notamment d'huile d'olive. Est-ce que vous aussi, vos récoltes ont été impactées? Absolument, nos récoltes ont été impactées parce qu'à cause de la sécheresse, il y a eu très peu d'eau cet été et l'olivier, comme on le sait, a besoin de pas mal d'eau et on a eu une récolte légèrement moindre que celle de l'année passée. Est-ce que c'est une situation inédite? Oui, car depuis très peu, nous avons beaucoup moins de pluie. Et alors c'est pour cela que nous sommes aussi très vigilants sur nos consommations d'eau et d'électricité. Nous avons émis des panneaux solaires sur nos champs pour permettre d'être éco-responsables et essayer d'avoir un impact moindre avec nos émissions carbone pour éviter que cela perdure et faire que ça aille mieux. Et comment y faire face justement, Monsieur Pensato? Pour y faire face, évidemment, nous utilisons des emballages plus éco-responsables avec des emballages recyclés. Mais surtout, là où on a un gros impact, c'est sur l'énergie solaire, où évidemment on abat notre émission carbone de beaucoup. On l'a compris, cette sécheresse a impacté votre production d'huile d'olive. Est-ce que forcément ça a eu une répercussion sur son tarif? Malheureusement oui, absolument. Et la répercussion du tarif, malheureusement, elle vient aussi non seulement directement de l'Italie, mais elle est impactée par rapport au marché international. L'Espagne n'a pratiquement pas d'olive cette année, la Grèce non plus. Et malheureusement, ça fait augmenter les cours des tarifs. Est-ce que la conjoncture actuelle impacte également votre production? Alors absolument. L'inflation des matières premières, comme le verre, nous le savons, une des plus grandes usines de verre transparent, malheureusement, était en Ukraine. Ce sont tous des faits qui augmentent légèrement les tarifs des matières premières. Et malheureusement, on n'y échappe pas.
Il faut savoir que vos oliviers, des oliviers Peranzana, sont une espèce unique, originaire du sud de la France. On ne les trouve aujourd'hui que dans la région des Pouilles. Hein. Absolument. Alors la Peranzana est une olive originaire de la Provence, comme vous l'avez dit, et elle s'appelait à l'origine la Provençale. Et le sud de l'Italie, là où nous sommes basés, nous avons un patois italien, mais qui est plus proche du français que de l'italien. Par exemple, en Italie, vous allez dire pomodoro pour une tomate. Et chez nous, dans les Pouilles, il y a plus de 1000 km, on va dire tomate, qui est beaucoup plus proche, donc on va dire presque peut-être même au monégasque. Combien de litres d'huile d'olive vous produisez environ chaque année? Alors ça dépend évidemment de la récolte et de la saisonnalité. Nous produisons environ entre 120 et 130 000 litres annuels. On le sait, les récoltes s'étendent sur plusieurs mois. Est-ce que ça vous donne un petit peu déjà la tendance pour l'année prochaine là? La récolte dure plus ou moins un mois et demi. Tout dépend des températures et aussi s'il pleut. Car quand il pleut, on ne peut pas cueillir les olives pendant plusieurs jours. Il faut que le terrain sèche pour que les tracteurs puissent passer à travers les oliviers. Et derrière cette production se cache une belle histoire familiale, hein, Fernando Pensato. Absolument. Mes parents ont acquéri ces terrains qui appartenaient à la famille ancestrale il y a plus de 60 ans. Et aujourd'hui, nous sommes propriétaires de plus de 10 000 pieds d'oliviers. Nous avons une propriété qui dépasse les 500 hectares. Et nous faisons ça vraiment avec la plus grande passion et le plus grand plaisir de faire partager nos produits à la gastronomie et aux gourmands. Oui, parce que vous ne produisez pas que de l'huile d'olive. Non, nous sommes aussi producteurs de blé et aussi de vinaigre prestigieux, dont le vinaigre balsamique de Modène. Et nous avons nos propres vignes, nos propres chênes et nos propres fûts pour pouvoir faire vraiment de la magie année après année. Eh bien, merci beaucoup Fernando Pensato d'avoir été notre témoin ce soir sur Monaco Info. Je vous en prie. Merci Émilie. Nous célébrons cette semaine la 34e édition de la Semaine du Goût, l'occasion de sensibiliser au bien manger et créer du lien entre les professionnels du goût et les futures générations. À Monaco, le centre hospitalier Princesse Grace s'associe à cet événement et d'une façon surprenante, comme a pu le constater Fabien Bonilla et Alban Gingembre au centre de transfusion sanguine. Pendant 3 jours de ce mardi à jeudi, les donneurs de sang ont le plaisir, 1, de faire une bonne cause et 2, de profiter de cette semaine du goût avec le chef Joël Garraud qui a œuvré pendant 25 ans en principauté, notamment à l'hôtel Hermitage. Après s'être fait prélever une poche de sang, chaque donneur a pu savourer un plat au choix sur la carte éphémère, que ce soit un plat salé ou sucré. Le but, c'était de joindre l'utile à l'agréable. Donc nous avons, avec les diététiciennes, sélectionné des ingrédients riches en fer. Du coup, le chef a accepté très gentiment de concocter de nouvelles recettes grâce à cette liste d'ingrédients et de les proposer cette semaine à tous les donneurs de sang qui viendront se présenter. Le centre est ouvert de ce mardi à jeudi de 8h à 14h. Au menu, dans les plats salés, une mousse d'avocat crevette marinée à l'huile d'olive, une rosace de carottes avec une brouillade d'œufs à la fondue de mâche, ou encore des aiguillettes de foie au vinaigre à l'échalote avec des feuilles d'endive et une moutarde à l'ancienne. Du côté sucré, une crêpe au miel d'orange à la pistache, une panna cotta à l'infusion d'amande avec sa marmelade de melon caramélisé à la verveine, ou pour finir, un pain perdu accompagné de fenouil à la cassonade de pamplemousse et une brunoise d'avocat. Moi qui suis donneur depuis tout le temps et puis faisant partie des donneurs de sang, c'était un devoir et puis la passion m'animant. Aujourd'hui on est là avec un petit live cooking qui est très bien, qui est bien fait. Assisté avec Massimo qui m'aide bien et ça fait 3 jours qu'on travaille ensemble, extraordinaire. Donc je pense que c'est un succès. On est vraiment chouchouté avec vraiment de la qualité et puis en plus une présentation exceptionnelle. C'est des initiatives qu'il faut refaire, mais bon, chaque fois qu'on donne notre sang, on a toujours quelque chose, on nous donne toujours un petit gadget, un petit truc, et là c'est exceptionnel. Grâce à cette initiative, il y a eu une augmentation de 30% de la fréquentation. Le centre de transfusion sanguine a été particulièrement gâté avec Joël Garraud, mais il faut savoir que l'ensemble de la prestation restauration du CHPG s'est adapté à la semaine du goût avec une invitation au voyage déclinée chaque jour à travers un plat original. La 2e édition d'Elevate Space se déroule en ce moment au Grimaldi Forum. Pendant 3 jours, des spécialistes donnent des conférences sur l'avenir de l'exploration spatiale et notamment son impact environnemental et social. Fabien Bonilla vous en dit plus sur des images d'Olivier Bonello.
De l'exploration commerciale au tourisme spatial, de l'exploitation minière d'astéroïdes à la colonisation de l'espace lointain, pendant 3 jours de ce mardi à jeudi, la conférence Elevate Space aborde l'ensemble de ces thématiques au Grimaldi Forum. L'organisateur a invité d'anciens astronautes et des futurs voyageurs de l'espace, ainsi que près de 700 professionnels de l'industrie spatiale. During the 3 days we have 44 speakers. We have different astronauts from NASA, European Space Station, from space travelers, technology experts and other people who are make a difference in this field. So we want to create a think tank so audience can have their questions and they can have clarity at what is the technology here today where we can make a change. Cette deuxième édition est tournée vers l'espace et l'environnement à l'image de la société ClearSpace présente à cette conférence. Alors, la société ClearSpace a été fondée en 2018 pour adresser la question du débris spatial, pour développer des solutions, des technologies pour enlever le débris de l'espace. Aujourd'hui, avec le lancement de plein de satellites, des corps de fusée, l'espace spatial devient très pollué. C'est pour ça que l'objectif de notre société, notre projet et notre vision, c'est de nettoyer l'espace. Les technologies qu'on développe sont très pointues et très difficiles à réaliser. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer le débris avec un ensemble robotique et désorbiter le débris et le brûler dans l'atmosphère, faire une rentrée contrôlée. Les conférences de cette Elevate Space sont en anglais, l'entrée est à 69 € mais gratuite pour les moins de 18 ans. Plusieurs classes de collèges et lycées vont assister à ces conférences durant ces 3 jours. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, le théâtre Princesse Grace poursuit sa riche programmation. Hier, c'est un classique de Guy de Maupassant qui a été proposé sur scène, le Horla, mis en scène et interprété par Frédéric Mounier. Cette nouvelle fantastique raconte l'angoisse d'un homme poursuivi par une créature invisible, un homme qui sombre peu à peu dans la folie. L'adaptation de Frédéric Mounier aura longuement été applaudie en salle. Vous le savez, cette année 2023 marque le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Plusieurs expositions qui mettent en avant celui qui régna pendant plus de 55 ans en principauté sont encore à découvrir, comme celle présentée au quai Antoine Ier, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco. Et bien depuis lundi, un jeu de piste a été créé pour les enfants de 8 à 13 ans pour leur permettre de savoir comment le prince Régnier III a transformé durablement la physionomie de Monaco. Alban Gingembre et Émilie Flamin se sont prêtées au jeu. Elles ont accompagné des élèves de CM2 de l'école de la Condamine dans leur chasse au trésor. Regardez. Tous munis de leur petit livret, ces CM2 sont partis à la chasse au trésor, au cœur de l'exposition Régnier III. Quelle est l'année de la création du Grand Prix automobile de Monaco? Et pour trouver la réponse, de nombreux indices sont dissimulés dans les textes, photos ou encore maquettes de l'exposition. Elle a trouvé une chaîne avec... Elle a trouvé une chaîne avec la lettre C. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un indice. C'est un indice pour trouver le trésor. Le but de ces enfants, découvrir un trésor. Mais l'objectif, c'est surtout d'apprendre. C'est plus cool et du coup on s'intéresse plus parce qu'on dit « Oh, un jeu !» Alors que si on se dit « Oh, ça va être un cours », on va pas trop écouter. Alors que là, on trouve des énigmes. Et après, ils nous laissent tranquille qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Une exposition qui n'aurait peut-être pas réussi à capter les enfants dans sa forme initiale devient tout de suite plus intéressante par le jeu. Je pense que nous avons choisi le bon itinéraire et puis la bonne solution pour les faire découvrir, écouter un souverain qu'ils n'ont absolument pas connu, qu'ils ne connaissent que de nom. Et oui, ça c'est beaucoup plus ludique et aussi beaucoup plus intéressant pour eux. Donc je pense que pédagogiquement c'est très important d'ouvrir une telle exposition par ce biais-là. Le jeu de piste est accessible dans le cadre scolaire comme en famille jusqu'au 31 décembre, date de fin de l'exposition. Place à présent à notre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Comme chaque mercredi, Christine Datomel met en valeur les commerçants, restaurateurs, artisans de la Principauté. Elle viendra peut-être à votre rencontre prochainement. En attendant, on vous retrouve, Christine, ce soir du côté du quartier de la Condamine. Oui, et aujourd'hui, je me trouve chez Marco Traverso et Histoire d'ours. Alors, le fameux fleuriste est implanté depuis plus de 30 ans en Principauté. Qui n'a jamais rêvé de se faire offrir des fleurs avec un ours en peluche? Tout cela est né d'une belle histoire d'amour. Vous allez le voir, c'est toute une histoire. Les ours, c'est une histoire d'amour.
Et cette histoire d'amour, elle est là parce que je suis rentrée dans la vie d'un fleuriste. Et aujourd'hui, les ours, c'est notre porte-bonheur. Et alors, est-ce qu'on peut savoir qui se cache derrière cette tête d'ours? Voilà. Alors, racontez-nous cette belle histoire d'amour, comme vous le dites. En fait, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Je travaillais dans un autre domaine. J'avais un client qui était Marco Traverso. Et un jour, il m'a proposé de dîner avec lui. Bon, on va passer les détails de la rencontre. Et puis, j'ai arrêté de travailler dans le domaine d'activité que j'avais. Et je suis venue travailler avec lui. Simplement, j'avais besoin de trouver ma place, de créer un univers autour de lui. Comme l'ours, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça a été une symbolique dans plein de détails entre lui et moi. Et c'est devenu, en fait, notre histoire d'ours. Et puis, ça fait 30 ans maintenant que vous êtes ici en Principauté. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent chez vous? Alors, ce que les gens recherchent, avant tout, c'est qu'on crée quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déjà construit, d'existant. Ce qu'on fait, c'est pour eux, c'est personnalisé. C'est quelque chose qu'on fait en fonction de leurs propres émotions, de leurs propres envies. C'est du sur-mesure 100%. Vous êtes créateur d'événements également. On peut vous retrouver dans quel style d'événement? En fait, je n'impose pas de style. Pour moi, le plus important, c'est d'écouter les clients, d'écouter ce qu'ils sont. Parce que pour les moments les plus importants de leur vie, que ce soit un mariage, un anniversaire, une bar mitzvah, et plein d'autres événements parfois bien plus réduits en termes de nombre de personnes, c'est d'entendre les gens, de les écouter et de savoir quels sont leurs besoins, leurs envies, les mots-clés qui les définissent pour que l'événement en soi leur ressemble. Et alors, donc, vous donnez beaucoup d'amour. Également, vous participez à des ventes aux enchères. Alors, pourquoi? Pourquoi je participe à une vente aux enchères? En fait, je ne participe pas véritablement, mais j'ai mis du temps à imaginer cette vente possible. C'était un choix personnel, c'était un besoin pour moi de faire le deuil du décès de ma sœur qui était handicapée. Et c'était le moment venu. Et aujourd'hui, le moment est là. J'ai eu 50 ans, c'était la boucle bouclée. Et j'avais vraiment ce besoin de faire quelque chose pour qu'elle ne soit plus là, mais qu'elle soit encore là. Et que d'autres puissent bénéficier de soutien, d'aide, de construction de logements inclusifs, en particulier pour l'association que je défends aujourd'hui, qui est Monaco Disease Power. Vous l'aurez donc compris, Marco Traverso et Histoire d'ours, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'authenticité. Ici, tout est mis en place pour vous vendre du rêve, mais pas que. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, rejoignons Frédéric Elion pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, quelle est la tendance pour la journée de jeudi? Pluie et averses toute la journée. Émilie, le soleil ne parviendra pas à percer les nuages. Jeudi, le thermomètre affichera 14 degrés le matin et 17 seulement l'après-midi. Jeudi 19 octobre, ce sera à la Saint-René. Oui, l'automne qui s'installe en Principauté à l'approche des vacances de la Toussaint. Comme à l'accoutumée, on se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté à la mi-journée au départ du e-Rally Monte-Carlo, 8e manche au calendrier du championnat du monde Eco Rally Cup de la FIA. Passez une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.